Le retour du PDG. Destruction par indifférence. Stop. Avant que cette histoire de justice absolue ne vous laisse sans voix, nous avons besoin d'une petite faveur. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire de triomphe comme celle-ci. Le début qui a fait exploser son monde. Que se passe-t-il lorsqu'un homme grisé par son propre ego humilie publiquement la femme qui a tout sacrifié pour lui? Il se tenait là, entouré de ses soi-disant amis, riant et traitant son ex-femme, Elena Vance, de ringarde et ennuyeuse. Il pensait qu'elle était un fantôme de son passé, un chapitre oublié de son ascension vers le sommet. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de devenir le pire cauchemar de son avenir. Ce qu'il n'a pas vu à quelques mètres de là, c'était une Bentley Mulsanne d'une valeur d'un demi-million qui glissait silencieusement vers le trottoir. Et dans les 60 secondes qui suivirent, la femme qui en sortit, escortée par l'une des figures les plus puissantes et énigmatiques d'Europe, allait non seulement briser son orgueil, mais aussi faire exploser son monde entier. Suivez-nous pour découvrir l'incroyable histoire vraie d'Eleanor Vance, l'architecte de son ambition. Les papiers du divorce parlaient de rupture irrémédiable. Pour Eleanor Vance, cette expression clinique était un euphémisme. Son mariage n'avait pas simplement volé en éclats. Il avait été méthodiquement démantelé, pièce par pièce, par l'homme à qui elle avait juré de l'aimer pour toujours, Jason Ross. Leur vie commune était une histoire écrite à sa sauce. À leur rencontre, Eleanor était une brillante diplômée en histoire de l'art, courtisée par 2 musées prestigieux pour des postes de conservatrice junior. Jason, analyste junior, arborait un sourire ravageur et une ambition dévorante, il lui avait brossé un tableau idyllique. « Laisse-moi juste m'installer », murmura-t-il en caressant sa joue. « Juste quelques années, Ellie, soutiens-moi maintenant. Et une fois associé, le monde t'appartiendra. Tu pourras ouvrir ta propre galerie. On voyagera. Tu n'auras de compte à rendre à personne. » Elle le crut. Elle accepta un emploi stable et tranquille dans l'administration universitaire, avec des horaires flexibles et des avantages sociaux corrects, afin de pouvoir être présente lors de ses soirées tardives, organiser ses dîners professionnels et peaufiner ses présentations. Elle consacra son intelligence non pas au catalogue de musées, mais à le rendre plus brillant, plus raffiné. Son rêve fut mis de côté, soigneusement rangé sur une étagère en hauteur, en attendant d'être dépoussiéré plus tard, mais ce « plus tard » n'arriva jamais. Tandis que Jason gravissait les échelons de la société financière londonienne Gala Capital, ses costumes devenaient plus chers et les compliments plus rares. Son pilier, autrefois son roc, était devenu un fardeau. Son amour de l'art, jadis fascinant, n'était plus qu'un passe-temps ennuyeux. Le coup de grâce fut porté lorsqu'il annonça qu'il la quittait pour une influenceuse Instagram de 24 ans nommée Chloé Mills, dont la principale contribution au monde se résumait à publier des selfies arborant des étiquettes de marques de luxe. Le divorce fut brutal et expéditif. Jason, entouré d'avocats de renom, argua qu'Elena n'avait pas contribué financièrement depuis des années. Il la dépeignait comme une parasite, une femme simple et sans ambition. Il conservait le vaste appartement de Chelsea, le portefeuille d'investissement, l'abonnement au country club. Elle se retrouvait avec ses modestes économies, une Honda d'occasion et une pension alimentaire fixée par le tribunal à peine suffisante pour être insultante. 18 mois plus tard, Eleanor menait la vie que Jason lui avait concoctée en son absence. La vie d'une femme morne et sans éclat. Elle vivait dans un petit appartement d'une pièce dans une banlieue exiguë de l'Est londonien, les radiateurs sifflant en hiver et le climatiseur vibrant en été. La femme ambitieuse et dynamique avait disparu, remplacée par un fantôme hantant les marges de sa propre existence. Elle travaillait à distance comme chercheuse universitaire, un emploi qui lui permettait de payer ses factures mais qui la vidait de son énergie. Son monde s'était réduit à l'écran de son ordinateur portable. Le point culminant de sa semaine était la visite de la National Gallery, non pas en tant que conservatrice, mais en tant que simple visiteuse, le cardinal par la poste. Un après-midi d'octobre, une épaisse enveloppe couleur crème arriva dans sa boîte aux lettres. Elle se détachait parmi les factures et les publicités comme un cardinal au milieu d'une volée de pigeons. Son nom et son adresse y étaient inscrits d'une élégante calligraphie. C'était une invitation au grand gala de la Fondation royale des arts, l'événement mondain de la saison londonienne, qui se tenait au prestigieux Royal Opera House. Son premier réflexe fut de rire, une cruelle ironie. Jason et elle y avaient assisté chaque année. C'était sa scène. Il se pavanait dans la salle, tapant dans le dos des invités, riant aux éclats, elle le suivant silencieusement, un accessoire baume et muet.
L'invitation était sans doute une erreur administrative, elle s'apprêtait à la jeter lorsqu'une froide fureur, une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois, lui transperça le cœur. Elle imagina Jason là, Chloé accrochée à son bras. Elle pouvait entendre sa voix suffisante vanter sa nouvelle vie à ses collègues. Elle pouvait se représenter le regard de pitié s'il la voyait, elle, l'épouse délaissée. Cette pensée lui retourna l'estomac. L'enveloppe trônait sur le petit comptoir de sa cuisine. Pendant 3 jours, elle la nargua. « Jette-la » hurlait son esprit. « C'est une invitation à ta propre humiliation. » Mais le 4e jour quelque chose changea. En regardant son reflet dans l'écran noir de son moniteur, elle ne voyait plus un fantôme. Elle voyait une prisonnière. Et elle comprit que Jason n'était pas seulement son ex-mari. Il était son geôlier. Et sa prison, c'était la honte qu'il avait si habilement construite autour d'elle. Il la contrôlait encore, même à distance. La peur de le voir, d'être jugé par lui, n'était qu'une barre de plus à sa cage. Une étrange et inhabituelle détermination commença à émerger du plus profond d'elle-même. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de reconquête. Interaction avec le public. Si vous étiez Eleanor, auriez-vous refusé l'invitation et évité le drame, ou auriez-vous choisi d'affronter votre passé en public? Faites-nous part de votre réponse dans les commentaires. Nous lisons tout le monde. Elle prit son téléphone, son pouce hésitant au-dessus d'un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis près d'1 an, un nom qui représentait un monde qu'elle pensait avoir quitté à jamais. Elle inspira profondément, l'air ayant un goût de poussière et de café rassis, et appuya sur le bouton d'appel. « Adrienne » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. C'est Eleanor Vance. Je sais que c'est inattendu, mais j'ai une proposition à vous faire et j'aurai besoin d'un service. À l'autre bout du fil, dans un pantouse minimaliste donnant sur Regent Park, le milliardaire Adrien Lawson, un homme discret qui n'avait pas fait d'apparition publique depuis 5 ans, sourit. « Eleanor » dit-il d'une voix douce et chaleureuse. « Je me demandais quand vous appelleriez. Racontez-moi tout. » L'associé silencieux, Adrien Lawson, était une légende dans le monde de la technologie et de la finance. Il avait créé Logo, un algorithme de synthèse de données si révolutionnaire qu'il avait restructuré la logistique mondiale, faisant de lui un milliardaire avant ses 30 ans. Mais contrairement à ses pairs qui achetaient des équipes sportives et des méga-yachts, Adrien s'était retiré du monde. Il détestait être sous les feux de la rampe. Sa véritable passion, ce à quoi il avait consacré sa fortune, c'était l'art. Il était un défenseur du patrimoine, un archiviste numérique. Il avait rencontré Eleanor grâce à ses écrits. 2 ans avant son divorce, Eleanor avait consacré ses nuits et ses week-ends à la rédaction d'un article universitaire de fond. Il s'agissait d'une analyse brillante de la dégradation des fresques de la Renaissance, proposant une méthodologie novatrice de restauration numérique basée sur la modélisation prédictive de la composition chimique. Elle l'envoya à une revue spécialisée en conservation d'art, sans s'attendre à une réponse. Adrien, lecteur assidu de ce genre de revue, découvrit son article. Il fut stupéfait. Ce n'était pas seulement l'idée, mais aussi l'élégance de son argumentation, l'intelligence remarquable qui reliait des domaines aussi divers rares, chimie, données ou d'une manière dont il n'avait fait que rêver. Ils entamèrent une correspondance. Purement professionnelle, une rencontre entre 2 esprits brillants, elle n'en fut pas moins la connexion intellectuelle la plus stimulante qu'Eleanor ait connue depuis des années. Pendant quelques heures par semaine, lorsqu'elle échangeait des courriels avec Adrien, elle n'était plus l'épouse de Jason Ross. Elle était Eleanor Vance, l'universitaire. Cette correspondance s'estompa à mesure que son mariage s'enfonçait dans la spirale infernale de son échec final. Après son divorce, trop perdue et à la dérive, Eleanor n'avait pas pensé à appeler, trop honteuse. Mais Adrienne ne l'avait pas oubliée. Il s'était discrètement renseigné sur sa situation. Il était indigné par ce gâchis de talent, gaspillé par un imbécile capricieux comme Jason Ross. Une proposition et une faveur, répéta Adrienne, d'un ton dénué de surprise. Je t'écoute, expliqua Eleanor, sa voix se faisant plus assurée. Elle lui parla du gala, de sa peur initiale et de sa nouvelle détermination. La faveur, c'est que j'espérais que tu pourrais m'accompagner. Je sais que tu n'as pas l'habitude de ce genre de choses, et c'est une demande absurde, mais j'y serai, dit-il en notre absence. La proposition, poursuivit-elle, c'est le grand saut. Ta société, Lawson Industries, a la puissance de calcul.
J'ai la méthodologie. Ensemble, nous pourrions créer les archives de conservation d'art les plus avancées au monde, une bibliothèque numérique d'Alexandrie pour les maîtres. Nous pourrions créer une fondation à but non lucratif, les archives Lawson Vance, pour la financer et la gérer. Ce gala est l'endroit idéal pour l'annoncer. Il réunit de nombreux mécènes, directeurs de musées, exactement les personnes dont nous avons besoin. Un long silence suivit. Le cœur d'Eleanor battait la chamade. Elle avait été trop optimiste. Eleanor finit par dire Adrienne, et elle perçut le sourire dans sa voix. J'ai mobilisé une équipe de 50 ingénieurs pendant 6 mois pour tenter de trouver une application pratique à votre article. Ils ont à peine progressé. Je n'allais pas me contenter d'une pâle imitation de votre idée. Je voulais l'architecte. Je comptais déjà me rendre à Londres la semaine prochaine pour vous proposer le poste de directrice générale, PDG de l'ensemble du projet. Eleanor s'affaissa sur son vieux canapé usé, les larmes aux yeux. Non pas des larmes de tristesse ou de honte, mais un soulagement pur et intense. Quelqu'un l'avait remarqué. Quelqu'un l'avait remarqué depuis le début, cette robe bleu nuit. Les 10 jours suivants furent un tourbillon d'activités. Clara, la directrice de cabinet d'Adrienne, lui avait préparé une garde-robe de luxe, une suite à l'hôtel Ritz pour la soirée et les services d'une styliste de renom. Ce n'est pas un cadeau personnel, Eleanor, expliqua doucement Clara. C'est un cadeau d'entreprise. Les dépenses sont considérables. Vous représentez la fondation. Vous devez avoir l'air à la hauteur. La styliste, une femme élégante nommée Annika, arriva avec des portants de robes de créateur. Elle reconnut la femme qui avait été enterrée. Elles choisirent une robe fourreau en soie bleu nuit qui épousait ses formes, avec un drapé spectaculaire sur une épaule. C'était sobre, mais d'une présence scénique saisissante. C'était la robe d'une femme qui n'avait pas besoin de paillettes pour briller. La veille du gala, elle trouva un vieil album photo. Elle y vit une photo d'elle et de Jason. Il souriait, son bras possessif autour de sa taille. Elle semblait heureuse, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle était un accessoire, un bel objet, précieusement conservé. Elle referma l'album et le rangea. Cette femme n'était plus. Le lendemain soir, elle ne serait l'accessoire de personne. Elle serait la pièce maîtresse, la prédatrice et le modèle. Jason Ross vérifia son reflet dans le miroir à cadre doré de son pantouse. Son smoking sur mesure lui allait comme un gant. Sa nouvelle montre de luxe, qu'il ne pouvait pas vraiment s'offrir mais qu'il jugeait indispensable, étincelait. Ce soir était crucial. Il devait plus que jamais projeter une image de réussite. « Chérie, est-ce que ce filtre me donne un teint trop bronzé ou plus jaune ?» lança Chloé Miss depuis le salon, moulée dans une robe à sequins rose doré criarde. « Tu es magnifique, ma belle », répondit-il en ajustant sa cravate, l'esprit déjà tourné vers la création d'un nouveau fonds spéculatif. « J'ai tellement hâte que tout le monde nous voie », dit Chloé en s'exerçant à faire la moue. « Cette blogueuse de London Social sera là. Il nous faut une photo parfaite. Tu te souviens de ce qui est arrivé à Eleanor cette année-là, quand elle a renversé du vin sur la femme du conseiller municipal ? Mon Dieu, quelle honte pour toi, ricana Jason. Et l'année était d'une autre époque. Mignonne, certes, mais ennuyeuse, tu sais. Elle avait sa place dans une bibliothèque, pas dans une salle de bal. La quitter avait été la meilleure décision qu'il ait jamais prise. L'entrée du Royal Opera House était un véritable déluge de flash. Jason, Chloé accrochée à son bras, sortit de leur voiture de location. Il aperçut ses cibles près du grand escalier, un ancien collègue et sa femme. Il conduisit Chloé dans leur direction. C'était l'occasion rêvée de leur demander un petit service. « Billy, mon pote, t'as la classe », lança Jason d'une voix tonitruante en tapotant un peu trop fort l'épaule de William. Après des baisers virtuels et des compliments creux, William se pencha vers lui. « Alors, Jason, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis les négociations de fusion. J'ai entendu dire que ça s'était compliqué. » Jason fit un geste de la main pour congédier l'affaire. « Du papier. Des tigres, Billy, tu sais comment c'est. Faut dépenser pour gagner. » Il devait changer de sujet. Et puis il la vit. Debout près du registre des invités, moins fréquenté, presque caché derrière une colonne de marbre, se tenait Eleanor. Elle était seule. Il ne distinguait pas les détails de sa tenue, seulement qu'elle était sombre et simple. Elle était exactement comme il l'avait imaginé,
perdue, déplacée. Une timide à la plus grande fête de l'année. Une vague de pitié vengeresse l'envahit. Comme c'est pathétique. Oh mon Dieu, c'est Eleanor, balbutia Chloé, la voix chargée d'une compassion feinte. Elle a l'air si triste. Et qu'est-ce qu'elle porte, au juste? C'était son moment. Sous le regard attentif de William, Brenda et Chloé, Jason laissa enfin s'exprimer le sourire satisfait qu'il retenait. Il baissa la voix jusqu'à un murmure théâtral et conspirateur, juste assez fort pour que ceux qui sont à proximité l'entendent clairement. J'ai presque pitié d'elle, commença-t-il en secouant lentement la tête. Quand nous étions mariés, j'ai essayé de l'intéresser à la vie, mais elle était toujours plus heureuse avec ses vieux livres poussiéreux. Je suis content qu'elle soit partie de la maison, je suppose. Mais certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ce monde. C'est une gentille fille, mais honnêtement, vraiment ennuyeuse et morne. Il ressentit une vague de supériorité. Il l'avait définie. Il l'avait remise dans la boîte qu'il avait créée pour elle. Le récit était figé. L'indifférence glaciale. Eleanor attendait le message de Clara, et puis elle l'entendit. Sa voix perça le brouhaha ambiant du hall comme un éclat de verre. Ennuyeuse et morne, les mots résonnèrent dans le grand hall, mais comme s'ils lui étaient chuchotés directement à l'oreille. Pendant une fraction de seconde, l'ancienne Eleanor refit surface. La honte l'envahit, brûlante et suffocante. Son premier instinct fut de se retourner et de fuir. Mais ensuite, quelque chose d'autre. C'était arrivé. La honte qui la submergeait s'évapora instantanément sous le feu ardent d'une rage pure et sans borne. Non seulement de la rage contre Jason, mais aussi contre elle-même, pour avoir laissé cet homme exercer un tel pouvoir sur elle. Elle avait débattu du mécénat artistique du XVIIe siècle avec l'un des esprits les plus brillants de la planète. Elle était sur le point de devenir PDG d'une fondation multimilliardaire aux ambitions mondiales. Il ne s'était pas contenté de mal la juger. Il vivait dans un monde parallèle. Dès que sa peur disparut, elle fut remplacée par un calme glacial. Ce n'était pas son épreuve. C'était la sienne. Un SMS vibra dans son petit sac à main. C'était de Clara. Un seul mot. Eleanor redressa les épaules, releva le menton et sortit de derrière le pilier. Lumière. À peine Jason avait-il terminé sa déclaration suffisante qu'une nouvelle énergie parcourut le hall d'entrée. L'agitation frénétique des paparazzis s'intensifia soudain, atteignant une intensité renouvelée, presque frénétique. Un murmure parcourut la foule. Une Bentley Mulsanne élégante et longue, peinte dans une teinte graphite personnalisée, s'arrêta. C'était une voiture qui criait haut et fort qu'elle n'avait pas besoin de faire du bruit pour afficher la richesse de son propriétaire. Sans doute un vieux riche, marmonna Jason. Mais William n'écoutait pas, comme tout le monde, il avait les yeux rivés sur la Bentley. Le chauffeur ouvrit la portière arrière. Une chaussure Oxford impeccablement cirée en sortit, suivie d'un homme qui se déplia de la voiture avec une grâce naturelle. C'était Adrien Lawson, le mythique geek solitaire présent au gala. C'était incroyable. Adrien Lawson ne jeta même pas un regard à la presse bruyante. Il se tourna simplement vers la portière ouverte et tendit la main. Et puis le temps sembla se figer. Une main de femme. Élégante et sans fioriture, elle prit le sien. Elle sortit de la voiture, non pas comme une starlette, mais comme une reine. La soie bleu nuit de sa robe flottait autour d'elle. Elle regardait droit devant elle, les yeux calmes et concentrés. Jason ressentit un coup de poing dans l'estomac. Son cerveau était incapable de traiter l'image. L'Eleanor qu'il avait en tête, la femme terne et sans envergure, ne pouvait tout simplement pas coexister avec cette vision de puissance et d'élégance. Elle marchait maintenant vers lui. Est-ce qu'elle est avec lui, balbutia Chloé, sa propre façade soigneusement construite s'effondrant. L'influenceuse Instagram semblait soudain vulgaire et désespérée à côté de la grâce intemporelle d'Eleanor. Adrienne Lawson posa une main légère et respectueuse sur le bas du dos d'Eleanor et la guida vers l'entrée. Elles avançaient comme un seul homme, une équipe formidable et silencieuse. La foule s'écarta instinctivement sur leur passage. Le président du gala, un homme important et corpulent nommé Monsieur Howard Davenport, accourut, le visage rayonnant. « Monsieur Lawson, quel honneur incroyable. Nous n'avions aucune idée de votre venue. » Adrienne sourit poliment. « Merci de nous recevoir, Howard, dit-il. Puis il désigna Eleanor.
Permettez-moi de vous présenter ma partenaire, Eleanor Vance. Ils passèrent devant le petit groupe de Jason sans même un regard. Eleanor ne le regarda même pas. À ses yeux, il faisait partie du décor, aussi insignifiant qu'une fougère en pot. La blessure était si profonde, si absolue. Elle était plus dévastatrice que n'importe quel cri ou confrontation publique. Ce n'était pas de la haine. C'était de l'indifférence. C'était l'effacement. Jason resta figé, son verre de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Son sourire suffisant avait disparu, remplacé par un masque d'incrédulité et d'horreur. En 30 secondes, son monde s'était effondré. La femme qu'il venait de qualifier publiquement de ratée pathétique était arrivée avec l'un des hommes les plus riches et les plus énigmatiques de la planète, incarnant non pas son passé révolu, mais l'avenir de tous. À 21h30, M. Davenport prit la parole. Après les remerciements d'usage, sa voix s'anima d'un enthousiasme nouveau. Mesdames et messieurs, nous avons ce soir un invité surprise très spécial. Un visionnaire qui a transformé le monde numérique. Et ce soir, il est parmi nous pour partager une nouvelle vision. C'est un immense privilège pour moi d'accueillir Monsieur Adrien Lawson. Adrien Lawson s'avança vers le podium. Merci, Howard. Je suis ici ce soir car nous sommes à un tournant décisif. Depuis des siècles, nos plus grands trésors artistiques sont à la merci du temps, des guerres et de la dégradation. Les chefs-d'œuvre s'effacent. Nous croyons que la technologie peut changer cela. Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles résonner. Ce soir, je suis fier d'annoncer la création des archives Lawson Vance. Le nom frappa Jason comme un coup de poing. Lawson Vance. Pas seulement sa cavalière, pas seulement sa compagne. Son nom figurait en lettres capitales aux côtés de ceux des milliardaires. Mais une idée ne vaut que par l'esprit qui l'a conçue, poursuivit Adrienne, sa voix vibrant d'une admiration sincère. Et la vision architecturale, le génie qui sous-tend toute cette méthodologie, ne sont pas de moi. Ils appartiennent à une universitaire au talent et à la clairvoyance extraordinaire. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter la PDG fondatrice des archives Lawson Vance. Madame Eleanor Vance. Les projecteurs se braquèrent sur Eleanor lorsqu'elle se leva et se dirigea vers le podium. La salle entière était silencieuse, captivée. Merci, Adrien, commença-t-elle d'une voix claire et forte. L'art n'est pas un luxe. Il est notre mémoire collective. Trop longtemps, cette histoire a été fragile. Elle parla pendant 5 minutes, esquissant un avenir si fascinant, si brillant, que toute la salle en resta bouche bée. Elle parla d'art, de données et d'héritage avec une passion et une intelligence à couper le souffle. Quand elle eut terminé, la salle explosa en une ovation debout tonitruante. Directeurs de musées, philanthropes et investisseurs s'étaient déjà pressés autour d'elle. Jason tituba vers la terrasse, à bout de souffle. Tout n'était que mensonge. Toute sa perception de son mariage, d'elle, n'était qu'une fiction qu'il avait inventée pour flatter son ego. Elle ne s'ennuyait pas. Elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait de lui. Elle s'ennuyait de ce petit monde étouffant. C'est lui qui l'avait fait entrer, avoua le lâche. Il était à bout de souffle lorsqu'une voix se fit entendre derrière lui. Quel retournement de situation, Ross. C'était Howard Davenport, le président du gala. Je n'en avais aucune idée, balbutia Jason. Davenport prit une lente gorgée de son whisky. Vous savez ce qui est drôle? Je me souviens d'elle. Elle avait postulé pour le poste de conservatrice en chef au musée d'art contemporain. Son dossier est arrivé sur mon bureau. C'était, et de loin, la candidate la plus brillante que nous ayons vue depuis 10 ans. Le cœur de Jason s'arrêta. Nous allions lui proposer le poste, poursuivit Davenport d'une voix glaciale. Mais nous avons reçu un appel de votre part. Vous avez dit à mon prédécesseur que vous étiez sur le point d'obtenir une promotion importante et qu'Eleanor avait décidé de se consacrer à sa famille. Vous avez dit qu'elle retirait sa candidature pour vous soutenir dans votre carrière et qu'elle n'était plus ambitieuse pour ce type de poste. Tu lui avais demandé de garder la conversation confidentielle pour lui épargner l'embarras. Ce souvenir, délibérément enfoui pendant des années, revint à Jason avec une clarté malsaine. C'était lui qui avait passé cet appel. Il était terrifié à l'idée que si elle obtenait le poste, elle lui fasse de l'ombre. Quel est son propre pouvoir? Qu'elle n'ait plus besoin de lui.
Tu ne t'es pas contenté de divorcer, Ross, dit Davenport d'un ton méprisant. Tu as saboté sa carrière par pure jalousie. Et maintenant, regarde-la. Apparemment, on ne peut pas réprimer éternellement une telle personnalité. Le seul obstacle, c'était toi. Davenport vida son whisky et laissa Jason seul dans le froid de la nuit. Le coup de grâce avait été porté. Non seulement son orgueil était anéanti, mais il avait perdu toute estime de lui-même. Il n'était plus le héros de sa propre histoire. Il était le méchant, et il venait de voir sa victime renaître de ses cendres. Plus puissante et brillante qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Conclusion magistrale. Au final, ce n'était pas qu'une histoire de vengeance. C'était une histoire de reconquête. Eleanor Vance n'avait pas besoin de détruire Jason Ross. Son propre caractère s'en est chargé. Sa victoire ne résidait pas dans une arrivée en Bentley, mais dans la redécouverte de la femme suffisamment brillante pour mériter ce poste. C'est un puissant rappel que les opinions les plus destructrices sont souvent celles que nous intériorisons, venant de personnes terrifiées par notre propre potentiel. L'histoire d'Eleanor nous montre que parfois, le plus grand acte de rébellion n'est pas de riposter, mais simplement de devenir tout ce que l'on nous a dit que nous ne pouvions pas être. Dernier appel à l'action, qu'avez-vous pensé de l'incroyable parcours d'Eleanor? La chute de Jason était-elle une punition divine, ou méritait-il ce sort? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Nous lisons tout le monde. Et si cette histoire de triomphe et de justice vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Vous ne voulez pas manquer la suite. Le retour du PDG. L'indifférence qui fait des ravages. Le lendemain du gala, Jason Ross s'éveilla sous l'éclat agressif du soleil qui inondait son Penthouse. Un bref instant de répit, il crut que les événements de la veille n'étaient qu'un cauchemar dû au stress. Puis il aperçut son smoking abandonné, et le souvenir le frappa de plein fouet. Il tâtonna pour trouver son téléphone, le pouce tremblant en le déverrouillant. L'écran était un véritable champ de mines. Ses alertes, habituellement remplies d'analyses de marché, étaient dominées par une seule information. Perte de Bloomberg et lancement des archives Vance avec une dotation de 500 millions. Le secteur associatif de chaque, la femme cachée à la vue de tous. La présentation d'Eleanor Vance. Il découvrit son propre nom, relégué au 7e paragraphe de l'article mondain londonien, Madame Vance, une brillante universitaire dont la carrière avait été interrompue par son précédent mariage avec Jason Ross, cadre financier de niveau intermédiaire. Est désormais en passe de devenir l'une des figures les plus influentes du monde des arts et de la culture. Cadre financier intermédiaire. Ces deux mots sonnaient comme une sentence de mort. Dans son monde, les titres étaient primordiaux. Cette expression était une rétrogradation publique, une mise à nu délibérée et d'une cruauté exquise, le dépouillant de toute son identité. Le véritable cauchemar commença lorsqu'il entra dans les bureaux de Gala Capital à 10 heures. Dès qu'il sortit de l'ascenseur, l'atmosphère changea. L'effervescence habituelle de la salle des marchés était étouffée. Un silence se fit à son passage. Ses collègues, ces hommes avec qui il avait partagé des verres et des plaisanteries quelques jours auparavant, semblaient désormais fascinés par les motifs de la moquette. Ils évitaient son regard. Il n'était plus un prédateur dans la jungle. Il était un animal blessé. Robert Kensington, l'associé principal de la firme, l'attendait dans son bureau. Kensington ne l'invita pas à s'asseoir. Il resta debout près de la fenêtre, dos à Jason, contemplant la ville. « J'ai reçu un appel ce matin d'Howard Davenport, dit Kensington d'une voix dangereusement basse. Il décrivait votre comportement au gala. Tant vos déclarations publiques concernant votre ex-femme que l'histoire de votre passé, ne pas s'immiscer dans sa carrière. Robert, c'est un malentendu. Une affaire privée, commença Jason d'une voix glaciale. Kensington se retourna enfin, le visage impassible. Une affaire privée, Jason. Gala Capital a son nom sur une aile de ce musée. Nous sommes fiers de notre intégrité. Non seulement vous vous êtes ridiculisé, mais vous avez agi d'une manière si déshonorante, si profondément contraire à l'éthique. Que cela rejaillit sur chaque personne de cette entreprise. Vous avez saboté la carrière d'une femme brillante par pur égoïsme pathétique. Il marqua une pause, laissant ces mots planer comme un poison. Et pour couronner le tout, votre fonds à haut risque vient de nous coûter 7 millions d'euros.
Votre jugement professionnel est aussi défaillant que votre intégrité. L'ultimatum était simple et brutal, démissionner avant midi avec une maigre indemnité de départ et un accord de confidentialité inflexible, ou être licencié pour faute grave avec un audit public complet de ses opérations désastreuses. À 11h45. Jason Ross emportait sa carrière dans une boîte en carton. En sortant de l'immeuble, il s'imaginait un jour régner sur ce chaos. Il rentra chez lui et découvrit le Penthouse dans un état de désolation totale. Des valises de luxe, ouvertes, débordaient des vêtements et chaussures de créateurs de Chloé. Elle était au téléphone avec sa mère. Elle lui tournait le dos. « Je sais, maman. C'est un désastre complet. C'est un imposteur. Ma marque ne survivra pas à une telle humiliation. » Elle raccrocha et se tourna enfin vers lui. Son expression n'exprimait ni tristesse ni compassion, mais une fureur bestiale. « Tu te rends compte de ce que tu as fait » hurla-t-elle. On est la risée de tous. Ce blogueur est déjà en train d'écrire sur le banquier arrogant et sa petite amie mannequin Instagram qui ont été remis à leur place. Mes abonnés s'effondrent. Mes sponsors m'appellent. Tu étais censé être mon tremplin, Jason. Pas le boulet qui me tire vers le fond. Chloé, on peut arranger ça, implora-t-il. On peut? Elle rit. Un rire aigu et désagréable. Il n'y a pas de « nous ». Je ne coule pas avec toi. Tu n'es pas en colère d'avoir été cruel envers Eleanor. Tu es juste en colère d'avoir perdu. On ne parie pas sur les perdants. Et en ce moment, tu es le plus grand perdant de Londres. Elle ferma sa dernière valise, le bruit résonnant comme un écho définitif de ses paroles. Elle ne se retourna même pas en franchissant la porte, le laissant seul face au monument d'une vie qui n'était plus la sienne. Point d'interaction, le prix de l'orgueil. Jason perdit son Penthouse, son abonnement au club et ses amis presque du jour au lendemain. Il se retrouva dans un appartement miteux d'une banlieue qu'il survolait autrefois sans y penser à deux fois. Question, selon vous, quel a été le véritable moment où Jason a tout perdu? A. Quand Eleanor est sortie de la Bentley, ou B. Quand sa propre mère, sa mentor, a découvert le sabotage. Commentez ci-dessous avec votre choix. Et pourquoi, le dernier témoin? Des semaines plus tard, poussé par un besoin désespéré et morbide de confirmation finale de sa propre mort. Jason trouva l'adresse des archives Lawson Vance. Il se tenait de l'autre côté de la rue, face à l'élégant bâtiment aux façades de verre, se sentant comme un fantôme hantant un avenir auquel il n'avait pas participé. Enfin, il la vit. Elle sortit par la porte principale, absorbée dans une conversation animée avec Adrienne Lawson. Elles examinaient des plans architecturaux sur une tablette, et elle montrait quelque chose du doigt. Son visage s'illuminait d'un sourire authentique et spontané. Un sourire de pure satisfaction qu'il n'avait jamais, pas une seule fois, réussi à susciter. « Eleanor » s'écria-t-il. Sa propre voix semblait étrangère, fluette et prête à bondir. Elle s'arrêta, son sourire s'effaçant non pas en colère, mais en un masque de calme neutre. Elle se retourna, et Adrien se tenait à ses côtés, sa main posée légèrement sur son bras. Une sentinelle silencieuse, la preuve tangible qu'elle n'était plus sans protection. « Jason » répondit-elle, sans plus. « J'avais besoin de te voir » commença-t-il, les mots s'échappant dans un flot pathétique. « Je voulais m'excuser pour tout, pour ce que j'ai dit ce soir-là. Ce n'était que mon ego, ma peur. Mais il y a aussi l'autre chose, cet appel au musée. J'avais peur, Eleanor. Tu étais si brillante, et j'étais terrifié à l'idée que tu me laisses tomber. Alors, j'ai fait en sorte que tu ne puisses pas. C'était monstrueux. J'ai été un imbécile, un lâche. » Eleanor écoutait, le visage impassible. Quand il eut fini, un long silence s'installa. « Merci pour l'enfer, Jason, dit-elle d'une voix posée et dénuée de malice. Je l'accepte. Mais il faut que tu comprennes que je l'accepte pour moi-même, pas pour toi. Le pardon est la dernière chaîne que je devais briser pour enfin me libérer de la prison que tu as construite pour moi. » Elle fit un petit pas en avant. « Pendant 10 ans, j'ai laissé ta définition de moi devenir ma réalité. Quand tu me traitais d'ennuyeuse, je renonçais à l'excitation. Quand tu qualifiais mes passions de simples passe-temps, je les traitais comme telles. La grande tragédie de notre mariage fut, pas le divorce. C'était la mort lente et systématique de mon âme, à laquelle j'ai participé de mon plein gré. Oui.
Parce que je croyais que c'était le prix de ton amour. Son regard était direct, inébranlable. Cette vie que j'ai maintenant, dit-elle en désignant le bâtiment derrière elle, je ne l'ai pas construite malgré toi. Je l'ai construite sur les fondations de la femme que j'étais avant de te rencontrer. Toi et la femme que je suis devenue après t'avoir quitté. Ma réussite n'est pas ton opposé. Elle se situe sur un plan que tu ne peux même pas concevoir. C'est un partenariat fondé sur le respect mutuel, non sur la peur et le contrôle. Elle lui adressa un dernier hochement de tête bref, un geste de rejet absolu. J'espère que tu trouveras la paix, Jason. Au revoir. Elle se retourna et s'éloigna avec Adrien, leur conversation reprenant comme s'il n'était rien de plus qu'une fissure dans le trottoir qu'ils avaient dû contourner un instant. Jason Ross resta planté là, sur le trottoir, tandis que la ville s'agitait autour de lui. Un homme totalement invisible. Il la regarda disparaître à l'horizon, et le poids de sa réalité l'envahit soudainement. Il l'avait traité de « Dewey », et ce faisant, il avait orchestré sa propre perte. Il l'avait traité d'« ennuyeuse », et ce faisant, il s'était condamné à une vie de silence vide et dénuée de sens. Les archives s'enrichissent, perpétuant l'héritage. 6 mois plus tard, les archives Lawson Vance étaient devenues une institution mondiale. Dans un laboratoire ultramoderne de Florence, en Italie, Eleanor et Adrien examinaient le premier grand projet, la restauration numérique d'une fresque de Ghirlandaio, en mauvais état. Celle même dont Eleanor avait parlé dans son article universitaire. Adrien, à ses côtés, sourit. Une rare démonstration d'affection en public. Le modèle prédictif est impeccable. Nous avons récupéré 99,8% du spectre de couleurs originales. On l'a fait, Eleanor. On l'a fait, confirma TL. Et, parlant de l'avenir, poursuivit Adrien d'un ton plus solennel. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l'accord de fusion. Les archives Lawson Vance absorberont officiellement l'intégralité de la division de synthèse de données avancées de Lawson Industries. Tu superviseras toutes les opérations. Tant artistiques que technologiques. Je conserverai mon poste de président, en me concentrant sur les partenariats stratégiques. Eleanor, désormais à la tête incontestée d'un empire technologique et philanthropique, accueillit la nouvelle avec la confiance tranquille d'une générale recevant sa promotion. Excellent. Nous pouvons maintenant donner le feu vert à l'initiative latino-américaine. Je souhaite commencer par les céramiques précolombiennes. Leur taux de dégradation est critique. Le partenariat entre la visionnaire technologique et l'universitaire s'est fait sans heurts. Il reposait sur une compréhension mutuelle, Adrienne fournissait les outils et Eleanor la vision et le but. C'était une union d'égos, bien plus solide que la dynamique autoritaire qu'avait exigé Jason. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle flânait dans les rues anciennes de Florence, Adrienne lui prit la main. Le monde vous connaît désormais comme PDG. Mais je me souviens encore de l'universitaire qui a écrit cet article brillant. Eleanor lui serra la main. L'universitaire brillante a toujours été là, Adrien. J'avais juste besoin d'arrêter de demander la permission d'être moi-même. C'est le véritable héritage des archives. Non pas la restauration numérique, mais la restauration de soi. Elle leva les yeux vers les étoiles, ne ressentant pas le poids d'une carrière en suspens, mais l'élan exaltant d'un avenir qu'elle construisait activement. À votre avis, quel est l'avenir d'Eleanor Vance, la PDG? Une nomination politique majeure ou une épreuve personnelle? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire de triomphe et de rédemption vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Le retour de la PDG, la destruction par l'indifférence, le nouvel adversaire. Le professeur Axel Brangan. 2 ans passèrent. Les archives Lawson Vance, désormais disparues, étaient devenues la référence en matière de préservation numérique. Leur projet Alexandria numérique avait permis d'archiver avec succès des collections inestimables provenant des 5 continents, conférant à Eleanor non seulement une reconnaissance internationale, mais aussi une véritable influence mondiale. Elle passait avec aisance des salles antiques du Louvre aux salles serveurs minimalistes du siège des archives à Zurich. Son élégance était devenue un symbole d'autorité. La nouvelle menace ne venait pas du monde financier, mais du milieu universitaire. Ce même monde qui avait été son refuge. Le professeur Axel Brangan, historien influent de la vieille garde et directeur de la prestigieuse Royal Antiquarian Society de Londres, lança une campagne publique virulente contre les archives Lawson Vance. Branigan,
dont la parole influençait encore des millions de dollars de financement culturel, affirmait que les méthodes de préservation numérique préconisées par Elané constituaient une perversion stérile et technologique de l'histoire. Dans un article largement diffusé par The Economist, Branigan écrivait « Madame Vance n'archive pas l'objet, mais une copie numérique parfaite, un fantôme de l'objet synthétisé. Elle efface la patine de l'histoire, la trace même du contact humain, de l'erreur et du déclin. Elle crée un passé idéalisé qui n'a jamais existé. Nous devons financer la préservation physique et tangible, et non cette copie impersonnelle et dénuée d'émotion. » Son attaque fut efficace. Branigan représentait les puissants intérêts financiers qui estimaient que l'art devait être vécu avec toutes ses imperfections du haut temps. Sa résistance incita plusieurs grands mécènes européens à suspendre leurs dons de plusieurs millions d'euros promis aux archives. Eleanor ne combattait plus un ennemi personnel alimenté par l'ego. Elle menait une guerre philosophique contre une tradition profondément enracinée. Le trône du Gant. Le conflit devait atteindre son point culminant lors du sommet mondial du patrimoine à Genève. Eleanor et Branigan devaient tous deux prononcer des discours d'ouverture sur l'avenir de la conservation. En guise de préparation, Adrien, désormais présidente des archives, observait Eleanor préparer inlassablement son discours dans leur bureau londonien. Son argument est convaincant, remarqua Adrienne en consultant les données. Il fait appel au sentiment. Il a le poids des siècles derrière lui. Eleanor, calme mais concentrée, leva les yeux de ses notes. Et moi? Je détiens la vérité de demain. L'approche de Branigan est une condamnation à mort. C'est du tri. Il choisit quels artefacts survivront. Mon approche garantit la survie de tout. Avec ses défauts et tout. La dégradation qu'il chérit n'est pour moi que des données. Des données qui empêchent la dégradation suivante. Interaction avec le public. Le professeur Branigan plaide pour la préservation tangible de l'art, y compris sa dégradation historique. Eleanor, quant à elle, plaide pour la préservation numérique, capturant l'artefact dans un état d'archivage parfait. À quelle philosophie de conservation adhérez-vous le plus? À la vision traditionnelle de Branigan ou à l'approche novatrice d'Elané? Expliquez-nous pourquoi dans les commentaires. Son attaque finale, ajouta Adrienne, portera sur votre crédibilité. Il soulignera que vous êtes PDG d'une entreprise financée par la tech, et non directrice de musée, insinuant ainsi que votre motivation est le profit, et non la passion. Eleanor lui lança un regard glacial que Jason Ross aurait immédiatement reconnu. Alors, je devrais rappeler au monde entier où se situe ma véritable passion. Le sommet de Genève. Archiver l'âme, la salle du sommet à Genève était comble. Branigan, avec ses cheveux gris distingués et sa voix autoritaire, prononça un discours vibrant et passionné qui évoquait le caractère sacré des artefacts physiques. Il conclut par une pique calculée, nous ne devons pas confier l'avenir de l'histoire aux technocrates de la Silicon Valley. Eleanor prit la parole immédiatement après. Elle portait un tailleur ivoire, sobre et élégant, un contraste saisissant avec la robe bleue spectaculaire qu'elle arborait 2 ans auparavant. Son entrée imposait le respect, non la surprise. Elle commença à projeter discrètement une image sur l'écran géant derrière elle, non pas une fresque parfaite, mais une petite relique en céramique, fissurée et couverte de boue, provenant de l'initiative latino-américaine. Le professeur Branigan parle avec éloquence de la dégradation, commença Eleanor, sa voix se faisant plus forte. Il soutient que les fissures et les éclats sont l'âme de l'histoire. Je suis d'accord. Mais que se passe-t-il si cette âme se perd dans le temps? Si l'objet se réduit en poussière? Elle marqua une pause. L'artefact que vous voyez a 1 an. Il a été retrouvé en morceaux. La philosophie du professeur Branigan nous dit de recoller ces morceaux, en espérant qu'ils tiennent encore une décennie. Notre philosophie nous dit d'aller plus loin. L'écran changea grâce à l'algorithme Logo. Le modèle de données des archives reconstruisit la céramique numériquement. Non pas comme une reproduction parfaite, mais comme un objet numérique entièrement modélisé, scientifiquement précis, avec ses pigments d'origine et ses défauts de cuisson. Nous n'avons pas effacé la dégradation, déclara Eleanor en désignant la visualisation complexe des données montrant les fissures. Nous avons archivé la décrépitude. Nous avons immortalisé son âme. Puis elle lâcha la véritable bombe. Le professeur Branigan mit en doute mes motivations. Il insinua qu'en tant que PDG, j'étais guidé par le profit. J'ai lancé ce projet à cause d'un article que j'ai écrit sur mon temps libre. Un article qui a failli rester inconnu,
car mon ex-mari a saboté ma carrière. Saisie par mon potentiel, la salle retint son souffle. Cette révélation personnelle fut stupéfiante. Je ne suis pas une dirigeante du secteur technologique, déclara Eleanor en regardant Brangan, blême, au premier rang. Je suis une femme à qui l'on a dit de se taire, à qui l'on a dit que sa passion était fade, et à qui l'on a dit de laisser la place à des hommes qui n'avaient rien construit eux-mêmes. J'ai utilisé les outils offerts par un véritable visionnaire, Adrien Lawson, et j'ai bâti une institution dédiée à la préservation de ce que les autres rejettent. Les archives Lawson-Vance ne sont pas une entreprise. C'est un monument dédié aux choses et aux personnes qui ont failli disparaître. Sa voix s'adoucit légèrement. Nous ne cherchons pas à contrôler le passé. Nous voulons faire en sorte qu'aucune voix, aucun coup de pinceau, aucun esprit brillant, qu'il date d'il y a 1500 ans ou d'il y a seulement 2 ans, ne soit plus jamais réduit au silence. À la fin de son discours, la salle n'applaudit pas seulement, elle rugit. On reconnaissait l'autorité de son intellect, mais on était surtout touché par la force de sa rédemption. L'argument traditionnel de Brangan s'effondra sous le poids de son autorité morale et technique. L'héritage était assuré. Le sommet mondial du patrimoine garantissait l'avenir des archives. L'influence de Brangan s'estompa et les dons bloqués furent immédiatement relancés. Une semaine plus tard, de retour dans leur bureau londonien, Adrien sourit à Eleanor. « Tu n'as pas seulement gagné le débat, Eleanor. Tu as changé la définition de la conservation, et tu as utilisé toute ta vie comme préambule. » « J'ai appris cette leçon de Jason, » répondit Eleanor, un léger sourire sans joie effleurant ses lèvres. « Si tu ne maîtrises pas ton propre récit, quelqu'un d'autre en écrira un humiliant pour toi. »« Donc, quel est le prochain projet de la PDG du Monde ?» demanda Adrienne. Eleanor ouvrit un fichier sur sa tablette. Il contenait les plans d'une nouvelle initiative, le programme d'échange mondial de chercheurs. Il s'agissait d'un programme de bourse destiné à identifier et financer des universitaires brillants, souvent méconnus, notamment des femmes et des personnes issues de milieux non traditionnels, et à leur fournir les outils et la plateforme des archives Lawson-Vance. Les documents numériques sont désormais en sécurité, dit Eleanor en consultant les plans. Maintenant, il nous faut préserver les esprits. Nous devons faire en sorte que la prochaine femme brillante, porteuse d'une idée révolutionnaire, n'ait pas à attendre 20 ans et un divorce houleux pour obtenir le financement et la visibilité qu'elle mérite. Voilà le véritable héritage de Lawson et Vance. Elle ne se contentait pas d'archiver les maîtres du passé. Elle préparait l'avenir des maîtres. L'ancienne femme au foyer, autrefois délaissée par son mari autoritaire, restructurait désormais, discrètement et méthodiquement, le paysage mondial du pouvoir. Une subvention, une bourse, un objet préservé à la fois. Sa victoire fut totale, profonde et d'une beauté durable. Eleanor s'est imposée comme une figure de proue mondiale. Quel nom donneriez-vous à la première bourse qu'Eleanor créera grâce à ce nouveau programme d'échange international de chercheurs? Partagez vos idées en commentaire. Si le triomphe d'Eleanor vous a inspiré, aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de justice et de réussite. Caméon Banvu. Le retour de la PDG. Destruction par indifférence. 3 ans plus tard, l'influence silencieuse. 3 ans s'étaient écoulés depuis le sommet de Genève. Les archives Lawson-Vance étaient désormais une puissance mondiale, non seulement en matière de préservation, mais aussi de politique culturelle. Le programme d'échange international de chercheurs d'Eleanor avait discrètement lancé la carrière d'une vingtaine d'universitaires brillants et d'horizons divers, transformant profondément le monde de la conservation. Eleanor n'était plus définie par son passé. Elle était simplement Eleanor Vance, PDG. Sa vie privée restait volontairement discrète. Son partenariat avec Adrienne Lawson n'était pas une passion dévorante, mais un engagement mutuel exceptionnel, fondé sur le respect intellectuel, un but commun et une affection discrète. Elle formait un duo d'esprits brillants, une union parfaite entre vision et exécution. Par un bel après-midi d'automne, Eleanor était de retour à Londres pour le gala annuel de la Royal Art Foundation, le même événement où elle avait fait un retour triomphal. Cette fois, elle n'était ni une invitée surprise, ni une révélation inattendue. Elle était l'invitée d'honneur, chargée d'annoncer le projet le plus ambitieux jamais entrepris par les archives, la reconstruction numérique d'une aile entière, aujourd'hui disparue, du British Museum. Avant l'événement principal, elle assista à une petite réception privée pour le conseil d'administration, dans un salon adjacent. Elle se déplaça avec une chaleur authentique,
conversant avec aisance aussi bien avec d'anciens critiques qu'avec de nouveaux alliés. C'est alors qu'elle aperçut Brenda Stafford. Brenda, l'épouse de William, ancien collègue de Jason, était celle-là même qui avait été témoin du mépris avec lequel Jason avait traité Eleanor de ringarde et ennuyeuse sur les marches de l'opéra. Il y a 3 ans, Brenda avait détourné le regard, gênée, prenant le parti du puissant Jason. Brenda, paraissant nettement plus âgée et moins sûre d'elle, s'approcha timidement d'Eleanor. « Eleanor, tu es resplendissante. Je n'aurais jamais cru te voir ici comme ça. » Eleanor sourit doucement. « C'est loin de mon appartement de l'Est londonien, Brenda. Mais le travail est gratifiant. » Brenda se pencha vers elle d'un air complice, la voix chuchotée. « Je dois te demander, qu'est-il vraiment arrivé à Jason? Mon mari, William, a été licencié de Gala Capital 6 mois après le fiasco de Jason. Ils ont mis ça sur le compte du fonds à haut risque, mais tout le monde savait que c'était la conséquence de cette nuit-là. » La question, si directe et indiscrète, força Eleanor à affronter l'ombre qui planait encore. Jason, paraît-il, a trouvé un poste de consultant en management aux îles Caïmans, déclara Eleanor calmement, se contentant de rapporter les faits publics. Mais c'est tout ce que je sais. Je n'ai pas suivi sa carrière, Brenda. Brenda soupira, un soupir empreint d'une amère pitié. Il avait tout perdu. L'appartement, les voitures, et Chloé l'avait quitté en l'espace d'une semaine. C'était aussi dramatique. C'était déchirant. Eleanor regarda Brenda, les yeux emplis d'une sincérité authentique, sans aucune malice. Brenda, le chagrin n'était pas dû au drame. Le chagrin, c'était les 10 années qui avaient précédé. Les années où j'ai consacré mon énergie à son ambition au lieu de la mienne. Voilà la véritable tragédie d'une vie gâchée. Ce qui s'est passé au gala n'était que la révélation publique d'une rupture qui avait eu lieu intérieurement 10 ans auparavant. Eleanor ne cherchait ni à donner de leçons ni à humilier. Elle offrit simplement une vérité profonde et silencieuse. Brenda, prenant conscience de sa propre superficialité et de l'ampleur de la transformation d'Eleanor, se contenta d'acquiescer, acceptant sans un mot la critique de ses choix de vie. Le dernier vestige de son pouvoir. Plus tard dans la soirée, Adrienne s'approcha d'Eleanor avec une enveloppe scellée. Ce document nous est parvenu aujourd'hui par l'intermédiaire du service juridique des archives. Il provient des liquidateurs de Gala Capital. Il s'agit d'une dernière opération de liquidation administrative, a expliqué Adrienne. Tu te souviens de la Honda Civic que tu as gardée après le divorce? Celle dont Jason s'est battu pour garder la carte grise, juste pour contrôler un dernier bien. Eleanor se souvenait de cette pathétique bataille pour cette vieille voiture. Un dernier acte mesquin de Jason pour tenter de la contrôler. Oui, la bleue. Il semblerait que les documents finaux n'aient pas été correctement remplis lors de la liquidation des actifs de la société. Le tribunal a statué que, techniquement, la carte grise de cette vieille Honda aurait dû revenir à Jason et être saisie pour payer ses dettes. Il te demande maintenant ta signature, en tant qu'ex-épouse, pour finaliser le transfert de propriété. Eleanor regarda le document. Propriété définitive d'une Honda Civic de 2020. C'était le dernier lien insignifiant avec son ex-mari. Une relique de sa vie oubliée. Adrienne sourit légèrement. Les liquidateurs ont déjà informé Jason. Apparemment, il a envoyé un courriel exigeant qu'il détruise la voiture plutôt que de te la laisser, dans une sorte de vengeance ultime. Eleanor prit le stylo. Elle ne signa pas le document. Au lieu de cela, elle sortit son chéquier personnel, celui qu'elle utilisait pour les petites dépenses, et rédigea un chèque. Elle le tendit à Adrien. Veuillez demander à David Chen de finaliser le titre de propriété, mais pas à mon nom. Adrien regarda le bénéficiaire sur le chèque. Il était adressé à Global Scholar Exchange. Il regarda le montant, la valeur résiduelle exacte de la Honda Civic 201. Et qu'adviendra-t-il de la voiture, demanda-t-il. Donnez l'ordre au liquidateur de vendre la Honda. Utilisez le produit de la vente pour racheter ce chèque avec mes fonds personnels. Et ensuite, donnez la voiture à Bright Future Trust, l'association caritative locale qui fournit du transport aux mères célibataires reprenant leurs études, a conseillé Eleanor. Jason ne saura jamais que j'ai fait le moindre geste concernant cette voiture. Il saura simplement qu'un dernier bien qu'il a tenté de contrôler lui échappe désormais totalement et sert à aider une femme à conquérir sa liberté. Il a essayé de contrôler ce bien et, ce faisant,
Il a renoncé à l'opportunité de contribuer à une vie qui dépasse son propre ego. Eleanor a conclu que c'était là la justice parfaite. Adrien regarda le chèque, puis Eleanor. Il ne voyait pas la PDG d'un empire mondial. Il voyait l'intégrité profonde de cette femme qui avait toujours compris que la vraie valeur réside dans la libération, et non dans le contrôle. Il prit le chèque, l'embrassa doucement sur la joue et promit d'exécuter la manœuvre discrète à la perfection. Le véritable héritage, la reconquête de soi. Plus tard dans la soirée, Eleanor était seule sur la scène du Royal Opera House pour prononcer son discours d'ouverture. Elle ne parla pas de données ni d'algorithmes, mais de résilience et de sacralité. De l'histoire humaine. Tandis qu'elle contemplait le public captivé et puissant, elle ne vit aucune trace de Jason Ross, aucun signe de la honte qu'il avait tenté de lui infliger. Elle n'était entourée que par l'avenir qu'elle avait bâti. Le souvenir de son passé n'était plus qu'une vague donnée archivée, une référence, mais plus jamais une définition. Son parcours n'avait pas été un conte de fées vengeurs, mais la puissante et méthodique restauration d'un esprit brillant. Elle avait toujours été le chef-d'œuvre, dissimulé sous des couches de morosité et de piètres tentatives de rénovation. Et maintenant, elle était pleinement révélée, rayonnant d'une élégance véritablement intemporelle. Eleanor a atteint la paix intérieure et a établi son héritage ultime. Quelle phrase résume le mieux la philosophie d'Eleanor Vance sur le pouvoir? A. Le contrôle est primordial ou B. La libération est l'autorité suprême. Partagez vos réflexions. Si cette histoire vous a inspiré à reprendre le contrôle de votre propre récit, aimez, partagez et abonnez-vous.